Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro. Cette balado-diffusion est une production de Québec Oiseaux. La migration printanière est maintenant derrière nous, ce qui est peut-être un deuil à vivre pour certains d'entre vous. Ce moment effervescent de nos vies d'observateurs passe toujours tellement vite qu'on a parfois l'impression de ne pas avoir pu en profiter adéquatement. De mon côté, c'est souvent seulement en regardant après coup mes listes du mois que je peux rétroactivement apprécier la productivité de mon mois de mai. Mais j'ai toujours sinon l'impression que ça a passé vite puis que j'ai finalement pas tant que ça vu d'oiseaux. J'ai eu la chance, en tout cas en mai 2025, de faire un autre grand défi à travers tout Montréal, de Pointe-aux-Trembles à l'île Bizarre. Curieusement, malgré nos efforts, nous avons égalé très exactement notre dernier résultat d'il y a 2 ans avec 104 espèces observées en une journée. Parmi celles-ci, plusieurs espèces qui sont assez localisées autour du sud du Québec ou peu communes ailleurs au Québec, ou certaines espèces aussi qui sont plutôt rares à Montréal, ont quand même maintenu l'excitation bien en vie tout au long de la journée, comme l'hirondelle noire, la sarcelle à aile bleue, la macreuse à bec jaune, une espèce pas très commune à Montréal, ou la sturnelle des prés. C'est maintenant le temps de la nidification des oiseaux, qui précède la période la plus tranquille, en dehors peut-être de l'hiver québécois, alors que le mois de juillet apporte généralement peu de changements à l'avifaune que vous allez voir tous les jours. Pour vous, c'est peut-être le temps des vacances qui approche, vacances que j'imagine plusieurs d'entre vous passeraient au Canada. D'ici à la prochaine sortie d'un épisode, les régions les plus à l'est du Québec verront peut-être commencer à redescendre les premiers limicoles comme les courlicorieux, qui sont souvent annonciateurs du début de la migration d'automne. La nidification peut être l'occasion de découvrir des choses exceptionnelles. L'oiseau dont on vous parle aujourd'hui, la paruline de Kirtland, est peut-être en train de nicher au Québec en ce moment même, mais les ornithologues ne le savent pas encore. Si vous avez l'impression que je viens de sortir le nom de cette paruline de mon chapeau, c'est normal. Je vous invite à découvrir cet oiseau étonnant et à en apprendre plus sur sa présence au Québec avec Michel Robert, qui est biologiste retraité du Service canadien de la faune. Alors, je rejoins au téléphone à Québec Michel Robert. Michel, tu es nouvellement retraité, tu es anciennement biologiste pour le Service canadien de la faune. Tout d'abord, merci beaucoup de nous parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Et on se parle aujourd'hui pour parler d'un oiseau très spécial. Je ne pense pas que c'est sur le radar de beaucoup de Québécois. C'est la paruline de Kirtland, donc Kirtland. Tout d'abord, peut-être tu pourrais nous présenter un peu cet oiseau-là, puis après, on en viendra peut-être à pourquoi c'est intéressant d'en parler. Présente-nous un peu, c'est quel oiseau, la paruline de Kirtland? C'est une paruline extrêmement rare en Amérique du Nord. Je pense que c'est la paruline globalement la moins nombreuse parmi toutes les parulines qui nichent en Amérique du Nord. C'est un oiseau qui, en effet, ne doit pas être sur le radar de bien des gens au Québec parce que c'est un oiseau dont la présence est vraiment exceptionnelle. Au Québec, il y a eu un oiseau observé en 1978 puis un autre en 2016. Donc, mais c'est un peu un oiseau qui symbolise très bien les espèces en voie de disparition parce que c'est un oiseau qui a connu un très grave déclin au 20e siècle et puis qui, grâce à différents programmes, là, a réussi à réaugmenter ses effectifs. Donc, c'est un oiseau très recherché par beaucoup de gens aux États-Unis, justement parce que c'est très rare. Peut-être commençons par quelque chose d'assez simple. Juste, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu de quoi elle a l'air, cette paruline-là, comme physiquement, pour que les gens aient peut-être une image de quel genre de paruline on parle, ou peut-être aussi à quelles espèces elle est apparentée parmi les parulines qu'on connaît un petit peu mieux, nous, ici au Québec? Oui, en fait, c'est une des grosses parulines d'Amérique du Nord, d'un genre là, qui est très commun, là, le Cetophaga. C'est un oiseau qui peut peut-être faire penser un peu à la paruline à tête cendrée ou à la paruline à gorge jaune. Donc, des parties supérieures grisâtres, jaunâtres en dessous avec des petits traits sur les flancs. C'est une assez belle paruline là, qui chante très fort, Ah oui, mais OK. évidemment que sans doute bien peu de gens ont vu parmi les Québécois qui nous écoutent actuellement. Oui, c'est ça. Moi, je suis allé évidemment regarder des photos parce que je ne l'avais pas rapidement en tête. J'en ai jamais vu de ma vie, évidemment. Moi, ça m'avait fait penser aussi un peu à la paruline du Canada, là, donc c'est vraiment le dos plutôt gris, puis assez jaune en dessous, avec aussi des traits faciaux un peu distinctifs, des arcs au-dessus et en dessous des yeux, comme
un cercle oculaire brisé. Et puis, donc, cette paruline-là, donc tu dis qu'elle a presque disparu, donc c'est une paruline qui a connu un très fort déclin. Premièrement, ben là, où est-ce qu'elle se retrouve en ce moment? Donc, quel est son aire de nidification aujourd'hui en 2025? Où est-ce qu'elle est la plus commune? C'est au Michigan, donc dans la partie nord de la péninsule inférieure du Michigan. Notamment dans le bassin versant d'une rivière là, qui s'appelle la rivière Au Sable. C'est assez intéressant d'ailleurs de souligner que c'est un nom français que porte cette rivière-là, évidemment en raison de l'époque où elle a été nommée là, par les coureurs des bois de la Nouvelle-France de l'époque. Donc c'est essentiellement là, il y a 95 de la population qui se retrouve à cet endroit-là. Mais il y a également d'espèces nichent également dans la péninsule supérieure du Michigan, également un petit peu au Wisconsin et un tout petit peu en Ohio. Ah oui, donc c'est vrai, c'est extrêmement localisé. Puis, son aire d'hivernage aussi, ben, j'ai lu l'article que tu as rédigé pour Québécoiso, son aire d'hivernage aussi est quand même très restreinte. Oui, absolument, c'est ça. Ça passe l'hiver, sur quelques îles, des Bahamas. C'est très, très, très localisé, en effet. Il y en a un oiseau qui a déjà été trouvé à Cuba, puis, un petit peu ailleurs, mais essentiellement, c'est dans les Bahamas. OK, donc on parle d'un oiseau, donc presque toute la population niche dans un seul État américain, donc extrêmement restreint. Alors, qu'est-ce que c'est son habitat de prédilection, son habitat de nidification? C'est un oiseau qui niche dans des, milieux très secs, dans des pinèdes, donc des forêts de pins, de jeunes pins, essentiellement, le pin gris. Aussi, depuis quelques années, là, on semble découvrir que l'espèce peut être trouvée dans des pinèdes, de pin rouge. Mais grossièrement, ce sont des pinèdes grises et des très jeunes pinèdes grises. C'est super important de souligner ça. Donc, des forêts là qui ont entre 5 et 20 ans, grosso modo. Donc c'est un habitat qui est transitoire, qui Ah reste oui. pas en place longtemps. Et donc, qu'est-ce qui a causé son déclin, exactement? Donc, pourquoi est-ce que c'est un oiseau qui a presque disparu, à une époque? Ben, c'est essentiellement en raison de la perte de ses habitats. D'abord sa répartition était très restreinte, là, comme je l'ai expliqué tantôt. Donc, c'est un oiseau finalement qui a jamais été vraiment commun, là. C'était pas, Non, exactement. Même à l'époque, c'était un oiseau qui était quand même globalement assez rare, très limité dans sa répartition. Puis ce qui a causé le déclin, c'est un ensemble de circonstances, mais d'abord quand le paysage a été ouvert pour l'agriculture au début du 20e siècle, l'habitat a été transformé. Il y a des pinèdes en question qui ont été, coupés et il y a aussi les feux qui ont commencé à être contrôlés parce que plus l'humain, occupait le territoire, de façon permanente, plus il y avait une volonté évidemment de contrôler les feux et les pinèdes grises sont des habitats qui sont dynamiques et qui sont gérés par le feu. Donc là, il y a eu des contrôles, des feux notamment, ce qui a nui à l'habitat, à la disponibilité de l'habitat et puis, enfin, il y a un autre facteur qui est bien important là, c'est le parasitisme par le vacher à tête brune et le vacher ah oui. qui est un oiseau là, qui pond ses œufs dans le nid d'autres oiseaux. Donc, c'est l'oiseau hôte, dans ce cas-là, la perline de Kirtland, qui incube son œuf. Et puis, bon, le vacher a une période d'incubation plus courte, va naître avant les autres oisillons, va prendre toute la nourriture plutôt que ses frères et sœurs, entre guillemets. Puis ça, évidemment, c'est pas bon. Ça fait en sorte que les jeunes des nids où il y a un vacher, habituellement, ne survivent pas. Donc, le vacher a envahi le territoire en même temps que l'agriculture s'est déployée dans le centre et dans l'est de l'Amérique du Nord, des États-Unis. Donc tout ça, donc le parasitisme par le vacher, le contrôle des feux et l'ouverture du territoire, le fait de la déforestation du territoire a vraiment, nui à la paruline de Kirtland. Oui, c'est ça, si je me trompe pas, c'est-à-dire que l'effet en ouvrant le territoire, c'est comme si on fragmente les forêts, puis à ce moment-là, le vacher a comme un accès plus facile. C'est un oiseau qui ne va pas nécessairement fréquenter des très, très grands massifs forestiers, mais à partir du moment où toutes les patches de forêt commencent à être plus petites, ben là, c'est comme s'il y a plus de facilité à trouver ces espèces hautes, là. Exactement, exactement. Le fait que l'habitat soit fragmenté
favorise grandement le vacher à tête brune. Puis c'est drôle parce que justement, tu parles de, disons, de la suppression des feux comme un phénomène important. Je sais que c'est aussi le cas en Ontario pour les prairies. Il y a beaucoup de prairies, des espèces spécialisées, des papillons, par exemple, qui souffrent de la suppression des feux de prairie, qui ont besoin de certaines plantes hautes, qui ont absolument besoin de feu pour se régénérer. Puis ça me fait penser aussi finalement un peu au cas, lorsqu'on regarde d'autres espèces qui sont menacées dans le nord-est de l'Amérique du Nord, au cas de la paruline à aile dorée ou de la paruline à aile bleue, qui, elles aussi, sont spécialisés dans des habitats de transition, donc des habitats qui, par définition, nécessitent des perturbations régulières pour pouvoir se perpétrer. Donc, c'est un habitat qui, par définition, ne va pas rester identique pendant une longue période. Oui, exactement, c'est tout à fait similaire. Et puis donc, la situation en ce moment, donc là, ça c'est ce qui a causé son déclin. La situation actuelle, où est-ce qu'on en est dans la conservation de cette espèce-là aux États-Unis? En fait, ce que je pourrais souligner, c'est que quand tout ça a été, mis en place au fil des décennies, notamment au 19e puis au 20e siècle, l'espèce a décliné et puis dans les années 50, là, 1950, 1960, c'est probablement là où l'effectif de la population était le plus faible. On parle vraiment de très, très peu d'oiseaux. Là, on parlait de l'équivalent de peut-être 150 à 200 couples nicheurs seulement à l'échelle de l'Amérique du Nord, donc C'est vraiment peu. c'était vraiment peu, ce qui explique que l'espèce a été désignée, a été inscrite, sur la liste des espèces, en voie de disparition aux États-Unis et là, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis en place. Il y a eu des études, il y a eu du financement évidemment qui est venu avec Mhm. ça, donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour, mieux comprendre la biologie de cet oiseau-là, et il y a eu en parallèle des programmes de création d'habitat pour cette espèce-là et également un programme de contrôle, notamment du vacher à tête brune. C'est que tout ça mis ensemble a fait en sorte que dans les années, 70-80, la population était plutôt stable, puis à partir des années 90, tous ces efforts-là ont commencé à porter leurs fruits. Puis là, l'effectif de la population a beaucoup augmenté à partir du début des années 90, au courant des années 2000 et 2010. Donc, pour répondre à ta question, là, la situation est plutôt bonne. L'espèce a même été retirée de la liste des Ah oui. espèces en voie de disparition aux États-Unis. Donc les effectifs sont beaucoup plus nombreux qu'ils ne l'étaient évidemment au début quand l'espèce a été déclarée là, en voie de disparition. Mais lorsqu'on parle d'une espèce comme ça, les menaces dont tu parles, bon, la menace du vacher, la menace de la perte d'habitat d'un habitat qui est par essence transitoire, euh, est-ce qu'il y a un point où on peut arrêter les efforts de conservation? Parce que, bon, j'imagine, si on touche à rien, même si on a réussi à créer des jeunes pinèdes, ben, les jeunes pinèdes vont forcément devenir éventuellement des pinèdes plus âgés. Donc, est-ce que finalement, on est un peu condamné, étant donné qu'on ne va pas laisser la nature. Évidemment, on le sait, là, on a vécu ça l'an passé aussi au Québec. On ne peut pas laisser des feux de forêt faire ce qu'ils veulent sur notre territoire. Donc là, est-ce qu'on est un peu condamné à toujours faire de l'intendance sur ces habitats-là, ou il y a moyen maintenant de se dire, bon, ben là, il est hors de danger, donc on peut laisser faire. Non, ça va nécessiter, de l'intendance comme tu dis, probablement pour, peut-être ad vitam aeternam, du moins le temps que l'espèce humaine va être autour. Donc oui, c'est les habitants en question et je veux dire les gens vont pas laisser les feux aller pour faire en sorte qu'il y ait des pinèdes grises qui se développent à gauche et à droite. Donc, les programmes qui avaient cours au courant des années 70-80, là, 90 puis les dernières décennies, doivent se poursuivre, sinon la paruline ne pourra pas se maintenir. La paruline de Curtin ne pourra pas se maintenir. C'est un peu la même chose pour le contrôle du vacher. Je pense qu'il y en a moins qu'il y en avait à l'époque, parce qu'il y a probablement moins de vachers aussi, mais ça aussi, il va devoir y avoir, une continuation de contrôle. Donc c'est une espèce qui est dépendante, des activités
de rétablissement ou de maintien là, de la part de l'être humain. Donc, effectivement, donc ça veut dire qu'on va continuer il faut continuer comme un peu à s'en occuper, mais il faut évidemment souligner qu'elle est dépendante parce que aussi l'humain a eu un impact sur son habitat. C'est-à-dire qu'à l'époque, elle avait pas besoin de l'humain pour se maintenir, mais parce qu'on a un impact avec la suppression des feux, ben là, c'est comme si puis avec l'ouverture du territoire, ben là, elle est maintenant indépendante de nous. Exactement. Et puis donc, où est-ce qu'on en est donc dans la situation au Canada pour commencer? Donc, de ce que j'ai lu dans l'article, il y a des populations qui sont en ce moment en Ontario. C'est quoi la situation actuelle de l'oiseau au Canada? Ben, en fait, aux États-Unis, elle ne l'est plus, classée en voie de disparition. Au Canada, elle l'est toujours, puis elle l'est, ça fait déjà plusieurs décennies parce qu'il existait des mentions historiques de la Paruline de Kirtland en Ontario, des mentions de nidification. Très, très peu, là, c'était pas très, très bien documenté, mais ça existait. Donc, à partir du moment où une espèce a déjà niché et niche probablement encore au Canada, ben les critères s'appliquent pour qu'elle soit désignée au Canada. Donc, bon, d'abord, l'espèce avait un statut et pour cette raison-là, il y a des programmes qui ont été mis en place pour essayer de vérifier si l'espèce où l'espèce était répartie, entre autres en Ontario. Depuis quelques décennies, il s'en est trouvé à différents endroits, puis actuellement, l'espèce niche dans 3 régions en Ontario. Elle Oh, niche OK. sur 2, ouais, sur 2 bases militaires, ontariennes, une qui est à Petawawa, vraiment pas loin du Québec, là, dans le bout de. Ouais, j'ai regardé, c'est comme, en fait, la base est presque sur la frontière, sur le bord de la rivière des Outaouais, puis on est comme en amont de Gatineau, là, par rapport au Québec, là. Exactement, c'est ça. Donc il y a quelques oiseaux qui nichent là depuis le début des années 2000. Moi, je me suis installé, je me souviens plus exactement de l'année, là, au début des années 2007-2008, là, en tout cas dans les années 2000, pour voir l'espèce, puis parler avec les gens, les biologistes qui travaillaient là-dessus à l'époque. Il y a une autre base militaire qui s'appelle, Borden, qui est plus près de Barrie, en Ontario, où là, il y a apparemment quelques dizaines Oh, de quand même! couples nicheurs, oui. Là, hélas, moi je connais des biologistes là qui travaillent là-dessus en Ontario, mais ça semble être compliqué parce qu'à partir du moment où l'espèce est sur des territoires qui relèvent, du ministère de la Défense, ben les accès sont plus difficiles, la Oui, possi j'allais dire, c'est assez malcommode pour l'ornithologue moyen, qu'elle soit sur des bases militaires. C'est pas super pratique, là. J'imagine, toi, tu avais accès aussi parce que quand même, tu avais un travail, tu officiellement biologiste pour le gouvernement fédéral, mais c'est quand même pas commode pour nous, en tout cas, si on veut aller la voir, là. Non, en fait, c'est impossible. Oui, c'est C'est ça. aussi simple que ça, c'est impossible. Sur les bases militaires, c'est impossible. Ben, est-ce qu'on sait pourquoi elles sont sur des bases militaires? Qu'est-ce qui est si particulier pour que ça soit sur 2 bases militaires qu'elles soient là? Ben, honnêtement, je ne sais pas. Je sais qu'à Petawawa, c'est un habitat extrêmement propice, puis il y avait justement des jeunes pinèdes. Pourquoi il y avait des jeunes pinèdes qui s'étaient maintenus là? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des exercices militaires, puis qui pouvaient générer des feux par endroits? Ah! Je pense que c'est peut-être une raison là, qui explique, qu'il y a des habitats potentiels sur les bases C'est militaires. c'est quand même particulier. Ben, et donc là, ça c'est pour l'Ontario. Donc, on se dit qu'il y a quand même. Donc, là, on serait dans les 2 chiffres, là, donc quelques dizaines d'individus des populations nicheuses. Et puis, bon, alors, ce qui nous intéressait avec l'article que tu as publié, euh, c'est justement, ben, alors, qu'est-ce qu'il y en est du Québec pour la Paruline de Kirtland à ce moment-là? Puisque là, on sait qu'elle est juste de l'autre côté des Outaouais. On imagine qu'elle pourrait traverser. C'est pas très difficile pour un oiseau de le faire. Il ne sait pas que de l'autre côté, c'est le Québec, d'ailleurs. Ouais, non, exactement. Donc, on parle de 40-50 couples en Ontario, là, selon les connaissances, les plus récentes. Au Québec, officiellement, la paruline de Kirtland n'a jamais été documentée comme un oiseau nicheur. Donc, il y a aucune preuve de nidification, qui existe pour le territoire, du Québec pour cet oiseau-là. Cela dit, moi, je pense que l'oiseau a très certainement déjà niché au Québec parce que pour la même raison, qu'au Michigan, ben, il y a plusieurs décennies, il y a 100 ans, il y a 150 ans, le contrôle des feux, sur le territoire québécois était pas, ce qu'il est aujourd'hui. Donc il est vraisemblable de penser qu'il y a déjà eu des jeunes pinettes grises de bonne, étendue et que bon, peut-être que l'espèce nichait à l'époque. D'ailleurs, pour revenir comme à ta question, les mentions qui existent au Québec, il y a
Pour l'instant, il y a deux mentions, là, hormis celle associée à nos propres recherches. Il y a une mention en 1900, la première mention, c'est 1978 à Casabazois, en Outaouais aussi, et c'était une jeune pinède où un oiseau, un mâle chanteur, a été entendu là, pendant plusieurs semaines, là. La fin mai, au début du mois de juillet, là, de mémoire. Il y a plusieurs des observateurs de l'époque, évidemment, qui étaient bien moins nombreux qu'aujourd'hui, Ah oui. qui ont réussi à aller voir cet oiseau-là, mais il n'y a pas eu de documentation de nidification. C'était un mâle chanteur qui ne semblait pas apparier. L'oiseau était même bagué. L'oiseau avait été bagué au Michigan. Ah oui. Ouais, Donc, il 4 s'était ans déplacé. auparavant. Donc l'oiseau s'était déplacé. Puis on pourra y revenir parce que c'est une espèce pour lesquelles il y a eu des études récentes qui montrent que c'est une espèce qui se déplace grandement. Donc une mention 78 à Casabazois et le silence radio, jusqu'en 2016 où des observateurs de l'Outaouais, notamment Rodolphe Dubois, a, documenté la présence, d'un mâle et vraisemblablement aussi d'une femelle, dans un secteur, perdu là, de l'Outaouais qui s'appelle, le lac, Rochecourt. Ouais, d'ailleurs, j'ai regardé parce que j'ai lu l'article, j'ai regardé sur une carte, j'ai ouvert Google Maps pour voir un peu où tout ça était, parce que tu dis il y a plus d'observateurs évidemment aujourd'hui. Ça reste quand même que les sites dont tu parles et dont tu fais mention sont beaucoup en Outaouais, mais c'est quand même assez reculé, là. Donc, disons que la moyenne des Québécois qui habitent dans l'Est se rend pas tous les jours jusque-là, là. Donc 1 heure, 2 heures passer Gatineau dans la forêt. Non, c'est ça, c'est pas le Cap-Tourmente, c'est pas le jardin Non, c'est ça. botanique, c'est c'est assez perdu. C'est ça, donc il existe 2 mentions, puis c'est la mention de 2016, moi, qui m'a un peu, entre guillemets, «allumé» parce que je connaissais l'existence de cette espèce-là. Je savais qu'elle nichait à Petawawa et puis bon, j'avais même à l'époque, au début des années 2000, tenté de trouver des habitats avec les moyens qu'on avait à l'époque, mais bon, c'était assez rudimentaire. On ne faisait pas de la géomatique, de la cartographie, comme on en fait aujourd'hui. Oui, il y a des programmes très, très, très performants aujourd'hui, là, des justement QGIS ou des choses comme ça là, qui permettent d'aller assez précisément trouver des habitats propices. Oui, exactement. Puis c'est pour ça en 2016, bon, moi, j'étais pas là en 2016 quand l'oiseau a été vu. Je suis allé en 2017, pour voir le secteur. Puis bon, la paruline n'était pas présente, mais ça m'a donné l'idée d'essayer de mettre en place un programme pour essayer de documenter, de vérifier s'il n'y aurait pas des endroits où la paruline de Kirtland pourrait être trouvée, sur le territoire québécois. Ça fait que, c'est ça, c'est de ça dont traite l'article, qui est publié dans Québec Oiseau. Donc on a déployé des enregistreurs automatisés, donc des enregistreurs qu'on programme et puis qui vont, faire des enregistrements selon la programmation qu'on décide et on a fait des recherches, avec différents outils de géomatique pour trouver des habitats qui pourraient être potentiels, donc des jeunes pinèdes. Et puis, on a commencé à déployer des enregistreurs au début des années 2020. Ça fait que c'est ça, on en a déployé, plusieurs à différents endroits. Ça a donné des résultats intéressants, comme les gens pourront le lire là, dans l'article ou l'ont lu peut-être dans l'article de Québec Oiseau. Mais c'est ça, on a déployé 3 enregistreurs seulement en 2021. Faut se rappeler qu'on était en En pleine période, pandémie, oui. oui, on était en pleine pandémie, puis au gouvernement fédéral, en pleine pandémie, les règles étaient très strictes. Donc en 19 et en 2020, c'était pas possible de travailler sur le terrain. Je fais une parenthèse parce que moi, j'étais en charge de la publication du 2e atlas des oiseaux nicheurs du Québec, qui a été publié en 2019 et ce qui explique qu'avant 2019, j'avais pas le temps d'aller vérifier pour la Ah oui. Parlin de Kirtland, mais qu'après, bon, là, j'ai eu plus de temps et puis ça s'est, présenté comme une possibilité. Ouais, c'est un ouvrage qui a demandé un travail assez colossal. Je l'ai Ah, lu de bord en bord, en fait. Puis oui, c'est assez impressionnant. Fait que oui, j'imagine qu'on n'avait pas nécessairement le temps d'aller sur le terrain loin, loin comme ça en Outaouais. non, non, c'est ça, on était en pleine rédaction de l'atlas à ce moment-là, donc on n'avait pas le temps. Donc en 2021, on a commencé doucement, on a déployé 3 enregistreurs seulement, à l'île du Grand Calumet.
Et puis après ça, en 2022, on en a déployé 16 à différents endroits. Même nombre en 2023, 16. Et puis l'an dernier, on en a déployé 18 à différents endroits. Et puis ce qui est assez intéressant, dans le fond, c'est on a réussi à enregistrer un certain nombre de parolines de Kirkland avec ce projet-là. Donc, on sait au minimum qu'elles étaient présentes, finalement. Oui, c'est ça. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les enregistreurs, on va les déployer au mois de mai, ou disons dans la première moitié du mois de mai. On trouve les bons endroits, on décide où on met l'enregistreur, on attache ça à un pin. Après ça, la programmation, les enregistreurs font leur travail et on retourne au mois d'août chercher les enregistreurs et c'est a posteriori qu'on fait les analyses. Donc, on n'est pas sur place. Moi, je travaille à Québec. Ah oui. Donc, l'objectif n'est pas d'aller physiquement dans des habitats puis faire des inventaires en présentiel parce que ça demanderait évidemment beaucoup trop de De temps moyens. et c'est ça, de moyens. Et puis, on ne sait même pas si l'espèce est présente puis l'espèce niche. Donc, la première étape, c'est d'essayer de documenter l'occurrence dans un habitat propice en période de nidification, ce qu'on fait à l'aide d'enregistreurs. Et puis, là, j'ai lu, moi, j'ai lu l'article, je voyais que vous mentionniez dans l'article, en tout cas, que ton équipe a trouvé un mâle, en tout cas, il y a un mâle qui chantait, par exemple. Ben, c'est toujours des périodes relativement courtes, donc il a chanté 3 jours de suite. Il y a un des sites où il y a un mâle qui a chanté 3 jours de suite, comme en mai, 3 jours de suite en juin, quelque chose comme ça, ou juin, juillet, là, je me souviens plus. Oui, Euh, c'est ça. mais puis là, je me suis demandé en lisant ça, entre autres, une chose, c'est pour des espèces dont on sait quelle niche là. Par exemple, disons là-bas, si vous avez des enregistrements, sûrement que vous avez plein de bruants à gorge blanche sur ces enregistrements-là. Euh, Ça va être quoi la fréquence à laquelle on va les entendre? Par comparaison, pour avoir une espèce de point de comparaison, parce que là, on se dit, ben, est-ce que c'est assez de dire, est-ce que c'est suffisant si on les a entendus 3 fois chanter 3 jours de suite? Qu'est-ce qu'on peut dire des possibilités qu'elles aient niché là ou pas, hein? Ben, hélas, avec 3 présences, parce que dans le cas auquel tu réfères, c'est 3 jours en mai et 3 jours en juin, Mhm. mais pas 6 jours consécutifs, là. 2 fois 3 jours séparés de près d'un mois. Donc, hélas, on peut rien dire quant à la nidification. Tout indique que ce n'est pas ou ce ne sont pas des oiseaux qui ont niché, mais ce sont des mâles chanteurs, un mâle chanteur, là, dans chacun des cas, c'était un oiseau. Bon, est-ce que c'était le même en mai, le même en juin? On ne peut pas le savoir, hélas. Mais est-ce que cet oiseau-là ou ces 2 oiseaux-là ont niché? Non, mais ils ont occupé un habitat potentiel à la nidification de l'espèce. Ils ont chanté, donc ils tentaient d'établir un territoire et d'y attirer une femelle. Mais tout indique qu'ils n'ont pas réussi à attirer de femelles puisqu'après 3 jours, l'oiseau n'était plus là. Ouais, pour ceux qui ont participé à l'Atlas, moi en ce moment, je participe à l'Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario. Je vais sur le terrain. Puis le chiffre magique, en tout cas, c'est comme 7 jours consécutifs. Ben, pas consécutifs, mais c'est revoir un oiseau 7 jours plus tard au même endroit ou quelque chose comme ça là, qui comme fait foi là, la l'identification devient probable plutôt que possible ou quelque chose comme ça, là. Oui, tu as raison, mais tu sais, dans le cas qui nous concerne, là, les 3 jours en mai, 3 jours en juin, à l'endroit précis, ça pourrait correspondre à un code, un Ah oui, indice OK. T. Tu fais référence à l'indice Oui, T, le là, c'est fameux indice, entendre un c'est un peu oiseau. technique, là. Oui, c'est ça. Mais quand même, oui. Mais c'est ça, on entend un oiseau dans un bon habitat, 2 fois avec au moins 7 jours d'intervalle entre les 2 fois. Donc, on peut penser que c'est le même oiseau qui est dans le secteur, donc on peut penser qu'il y a niché. Mais, étant donné que c'est un oiseau extrêmement rare, dont la nidification n'a jamais été documentée au Québec, on ne peut pas aveuglément appliquer un indice de nidification comme ça pour une paroline Ah de oui. Kirkland. Ça prend une preuve irréfutable que l'espèce niche. Oui, c'est sûr que comme c'est toujours la même chose. Plus quelque chose est extraordinaire, plus ça doit être documenté de façon rigoureuse, là. Donc, c'est pas la même chose que si on voyait un oiseau commun. La preuve n'a pas besoin d'être aussi étoffée, hein. Exactement. Puis peut-être une dernière question. Moi, je serais curieux parce que, bon, elle a un statut de protection au Canada, étant donné qu'elle niche, les populations sont très petites. Là, on peut supposer évidemment que
ça serait la dispersion de ces individus-là qui sont basés au Michigan, qui permettrait d'imaginer un jour qu'elles pourraient venir s'établir au Québec. D'ailleurs, tu as mentionné assez rapidement tout à l'heure que c'était un oiseau qui se déplaçait beaucoup, puis tu peux peut-être nous expliquer pourquoi c'est un oiseau qui se déplace beaucoup après sa nidification. En fait, c'est ça, il y a eu des études récentes, d'un jeune chercheur aux États-Unis qui est très, très dynamique et très bon. Puis lui a marqué, plusieurs dizaines de pavillons de Kirtland pour suivre leur déplacement quand ils arrivent au Michigan. Et puis ce qu'il a trouvé, c'est que, la plupart des oiseaux font ce que la plupart de toutes les espèces d'oiseaux font, c'est-à-dire que les mâles arrivent, les mâles établissent un territoire, ils chantent, ils attirent une femelle, puis ils restent dans ce petit territoire-là. Ils fécondent la femelle, puis ça se limite grosso modo à ça, puis après ça, ils repartent, dans le sud. Mais dans le cas de la Kirtland, ce que Nathan Cooper a trouvé, c'est qu'il semble y avoir des déplacements importants d'oiseaux qui ont déjà niché ou qui ont pas réussi à nicher, dont la nichée n'a pas réussi, et également de ce qu'on appelle les non-nicheurs, là, les floaters, là, des mâles qui ne s'apparient pas, souvent parce qu'il y a un manque de femelles. Et ces oiseaux-là ont tendance, selon l'étude en question, à aller voir à plusieurs dizaines de kilomètres qu'est-ce qui se passe. Ils font ça surtout à partir du moment où on est en période d'élevage des jeunes. Quand les œufs ont éclos, et que les jeunes se font nourrir au nid ou que les jeunes sont en train de sortir du nid, c'est à ce moment-là que les parulines se déplacent. Et la théorie là, en dessous de ça, c'est que les oiseaux se déplaceraient pour notamment aller voir s'il n'y a pas des habitats autour ou plus loin, au sein desquels il y aurait des oiseaux qui auraient niché de façon, positive, qui auraient réussi à nicher. Parce qu'une paruline de Kirtland qui se déplace, qui fait 100 kilomètres, qui arrive dans une belle pinède où il y a d'autres parulines de Kirtland, ça va être facile pour elle d'aller voir, d'aller trouver les nids, puis d'aller voir s'il y a des jeunes, qui ont éclos, dans les nids en question. Et ça, s'il y a des jeunes qui ont éclos dans un nid en question, c'est un Moses de bon indice pour dire, ben, l'année prochaine, je viendrai dans ce secteur-ci pour nicher parce que ça semble être un habitat qui permette à mes congénères, à mes conspécifiques de faire des nids. Donc, je pourrais faire pareil. Oui, puis c'est comme lié aussi à la nature fondamentalement éphémère de leur habitat. C'est-à-dire que, étant donné que l'habitat est appelé à changer, qu'à un moment donné, la pinède vieillit puis qu'elle est plus propice, c'est comme si c'est des oiseaux qui sont un peu probablement génétiquement prédisposés à faire beaucoup de recherches d'habitats propices, puisque d'une année à l'autre, il peut y avoir eu un feu, puis là, tout d'un coup, bon, ben, ça y est, il y a un nouvel habitat qui a changé, là. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. D'un point de vue, donc évolutif, l'espèce a été habituée à évoluer au sein à rechercher un habitat qui n'est pas toujours présent et qui bouge beaucoup dans l'espace, qui est associé à la présence de feux et de jeunes pinèdes. Donc, ça a dû, au fil des millénaires, engendrer une capacité de cet oiseau-là à se déplacer pour trouver un bon secteur de nidification. Il y a d'autres oiseaux comme ça, là, les râles, entre autres, sont comme ça. Ils ont une capacité de dispersion, particulièrement, étonnante, puis c'est vraisemblablement associé au fait que, justement, les habitats qu'ils utilisent peuvent disparaître, peuvent être associés à des années de sécheresse, peuvent être moins disponibles certaines années de sécheresse et cetera. Donc, c'est ça. Pour la Kirtland, c'est quand même une belle découverte parce que chez les passereaux, c'est probablement un phénomène qui est plus fréquent qu'on ne le pense, mais ça reste que pour la Kirtland, c'est vraiment la première espèce pour, laquelle ça semble avoir été bien documenté comme ça. Oh, OK, c'est intéressant. Puis donc, pour ce qui est du statut, c'est ça, au Québec, je me suis demandé un peu en lisant ça, à partir de quand est-ce qu'on peut donner le statut, un statut d'espèce menacée, par exemple, à un oiseau, en me disant, ben, tu sais, si elle commence à nicher au Québec, ça serait plutôt associé ça serait un bon signe, c'est-à-dire que parce que la population est en expansion en ce moment aux États-Unis, ben, on peut peut-être supposer que c'est une bonne nouvelle qu'elle commence à arriver au Québec, mais il y a comme quelque chose de bizarre au fait de rajouter une espèce menacée alors que c'est une espèce en expansion. En tout cas, je sais pas si tu as une idée un peu de comment ça pourrait se dérouler par rapport au Québec, parce qu'on sait qu'au Canada est déjà désigné menacé. Ouais, je sais pas ce que parce qu'évidemment les désignations, au Québec, relèvent du gouvernement, provincial. Moi, le Service canadien de la faune, Ah oui, c'est ça c'est fédéral, vraiment fédéral. mais je comprends ta question. Puis c'est vrai que
est pertinent. Ton questionnement est pertinent dans le sens où, bon, l'oiseau, la situation s'améliore, l'espèce nichait pas au Québec, elle niche maintenant. Ben, ça veut pas dire pour autant qu'on doit pas faire en sorte d'essayer entre guillemets, «de la protéger» puis d'avoir, de faire de l'intendance ou à la limite essayer de créer des De habitats créer potentiels l'habitat, pour oui. l'espèce. Bon, quant à savoir est-ce qu'elle mérite un statut là d'espèce menacée ou vulnérable au Québec, c'est une autre question. C'est un peu analogue à la situation du dindon sauvage, là, situation sur laquelle je ne veux pas m'étendre, mais Ah oui. c'est un peu le cas parce que la question fondamentale, c'est d'une certaine façon pour le gouvernement du Québec, c'est de savoir est-ce que l'espèce était ou avait déjà niché au Québec? Est-ce qu'elle a le statut d'une espèce comme qui était indigène au Québec à l'origine? Puis pour le dindon, c'est un peu compliqué, là, mais la question se pose. Il y a des écrits qui disent que oui, mais bon, ça n'avait pas été interprété comme ça à l'époque par le gouvernement du Québec. Mais Ouais, de toute façon, je pense que la plupart des Québécois aujourd'hui, en tout cas, le dindon a visiblement pas besoin d'une grande protection, là. Nous, on a des... j'habite en plein centre de Montréal, puis j'en croise sur l'avenue Papineau, là. Donc, non, c'est vraiment... non, Je pense pas qu'il soit qu'il soit très en danger. Assez vite, il a trouvé son chemin oui, au oui, c'est Québec. ça. Grâce à des lâchers, cela dit, mais oui, tu as raison. C'est plus Ah oui. les plates-bandes de certaines banlieues qui ont besoin de protection que le dindon lui-même. Oh, et maintenant, en plus, une espèce qui a acquis un statut médiatique assez exceptionnel au Québec aujourd'hui. Oui. Ben écoute, tout ça était vraiment super intéressant. J'espère que ça a donné le goût aux gens de se dire une destination comme ça en juin là, qui pourrait être intéressante pour les ornithologues. L'arrière-pays de la rivière des Outaouais, les forêts qui se trouvent là pour essayer de trouver finalement notre preuve que la paruline de Kirtland pourrait nicher au Québec. Là, puis si on pourrait éventuellement trouver des endroits qui sont plus faciles à visiter que des bases militaires pour nous, Oui, oui. sans avoir à aller jusqu'au Michigan. Ben écoute, Michel, c'était vraiment intéressant. Un gros merci. Ben, ça m'a fait plaisir, Gaspard. Et voilà, c'est tout pour Tous aux oiseaux. Le numéro d'été du magazine Québec Oiseau devrait déjà vous être parvenu si vous êtes abonné. Sinon, vous pouvez toujours vous le procurer en magasin. En plus de magnifiques photos de la paruline de Kirtland dont on vient de parler et d'un article sur ce sujet, vous y trouverez un portrait du piranga écarlate dont la photo orne la couverture du magazine, Cape Cod comme destination pour les oiseaux, un article sur les bains d'oiseaux et différents points de vue sur la photographie et l'observation à partir d'un bateau. On vous souhaite beaucoup de succès dans la nidification de votre oiseau nicheur préféré et bon début d'été!